Là, on va commencer avec Ernesto, alors on aura l'introduction à la fin. Oui, ça va faire conclusion, voilà. Oui. Donc, tu peux lui dire à Ernesto qu'on commence, qu'on est... Ernesto, mucho gusto. Yo hago la traducción aquí con Eduardo, también enviado de la ONU. Hacemos un poco de pausa para nosotros poder hacer la traducción y explicarle al resto. Correcto, compañeros. Muy buenos días y muchas gracias. Vale. Pero nomás, cuando quiera. Según lo que me había informado, iba a ser una participación, una presentación François, que ya se conectó. Sí. Ahí volvió. Ya volvió. Iba a hacer la introducción, pero hay problemas de internet. Sí, pero yo creo que es un poco de su parte, porque la colectora aquí está... Sí, sí, sí. Entonces tienes que clicar sobre François, ¿no? No, pero si No, no empecemos con Ernesto y después François. Sí, explíquenle a François, si François te escucha, que después vemos con ella. ¿Quién puede explicar? Sí, no, C'est qui peut expliquer à François que... Non, mais ça, on s'en fout, là. Explique après. Il faut l'expliquer parce qu'il n'est pas connecté. Ouais, le Bon, d'accord. en train de se conectar. Voilà. Vas-y, Ernesto. Sigue, Ernesto. Dele, Ernesto, Bueno. empezamos con usted. Estamos, pues... Cuando ustedes me indican, presenten el tema, el tiempo que tengo y la dinámica. Sí, bueno, Bruno acaba de hacer una introducción de lo que pasa hoy día en Perú y vamos a dejar el tema de François como conclusión al final. Así que usted puede callarse libremente. Muy bien. Ok. Sobre lo que ha pasado después de un año de las ollas populares y todo este tiempo que la señora Dina Boluarte accedió al poder. Correcto, va a estar traducido, ¿verdad? Entonces voy a hablar con pausa para poder evitar que se aglomeren las ideas. Muy bien. Bueno, empezamos. En primer lugar, quiero agradecer a FAL la invitación para este evento y la preocupación y solidaridad de todos los compañeros que están ahora presentes. Bon, là, vous écoutez, il vient de remercier à l'association FAL pour la solidarité, l'approche et l'écoute qu'il y a de notre part et la visibilité qu'on donne aujourd'hui à la situation du Pérou. El Perú es un país que vive convulsionado en estos momentos, pero que arrastra una crisis que no es reciente, es una crisis que tiene raíces muy profundas y que se están manifestando en el actual momento de manera bastante singular. Mais aujourd'hui, il explique que la situation qu'on vit au Pérou, c'est pas quelque chose qui date d'hier. Il y a une histoire beaucoup plus profonde, beaucoup plus ancienne, et que ça qu'on voit aujourd'hui, c'est la manifestation de quelque chose qui traîne depuis des années. El telón de fondo de esta crisis es la aplicación del modelo económico neoliberal desde la década de los 90 de una forma autoritaria y que trajo muchos costos en vidas de parte del entonces dictador Alberto Fujimori, un actor que está presente hasta nuestros días. Aujourd'hui, on voit encore les effets de cette installation, de cette implémentation dans les pays, de ce mouvement néolibéral, capitaliste néolibéral, à l'époque de Fujimori, avec les petits devis des personnes et tout ça que ça veut dire. On va dire comment ce système néocapitaliste s'installe au Pérou par cette brutalité, par cette agressivité dans les pays. Este modelo, si bien ha traído un crecimiento económico, este crecimiento económico no se ha visto reflejado en una distribución del ingreso entre la mayoría de las personas. Ha sido un ingreso que ha sido concentrado en muy pocas ciudades y en muy pocos grupos económicos. Là, ce qu'il explique, c'est qu'effectivement, si bien ce nouveau système, modèle néolibéral,
a amené de l'argent au pays, c'est un argent qui n'a pas été bien partagé, que ça a été concentré dans certaines villes, dans certains endroits, chez certains groupes. C'est pas un argent qui a été profité voilà, pas tout le Pérou, sinon que c'est toujours la même personne. Voilà. Ha sido un modelo impuesto con autoritarismo, con dictadura, ha generado exclusión y ha generado también mucha corrupción. C'est un modèle qui a généré aussi, avec tout ce qui vient avec, de la corruption et des problèmes au niveau de la distribution, comme on avait expliqué précédemment. C'est-à-dire, c'est à propos de ces modèles qu'il y a tous les problèmes qui se posent aujourd'hui au Pérou par la Autoritarisme. Voilà, autoritarisme, forme de dictature qu'on vit aujourd'hui au Pérou. Posteriormente, las fuerzas populares han desarrollado una resistencia a este modelo, han desarrollado una oposición al gobierno de Fujimori hasta su caída, y en su momento las fuerzas democráticas y antineoliberales pudieron aproximarse al gobierno, pero no lograron hacer un cambio profundo del modelo ni del sistema. Là, il nous dit qu'en même temps que ce modèle cherche à s'installer, il y a eu des organisations et une réponse de la part de forces populaires, voilà, de résistance à ce mouvement, des mouvements antilibéraux qui ont été présents jusqu'à la chute de Fujimori, mais qui ne sont pas réussi vraiment à faire des changements dans son approche et à installer de nouvelles dynamiques dans les mouvements libéraux. Est-ce que jusque-là, ça va, on comprend bien, ça marche bien comme ça? D'accord. Así se alternaron gobiernos de oposición al fujimorismo, como el de Toledo, Alejandro Toledo, como después Alan García, que era más cercano y más defensor del modelo, Ollanta Humala, que era contrario al fujimorismo, y así se iban alternando distintos presidentes, ¿no? Pero en general ninguno rompió con el modelo, ninguno pudo hacer esa reforma y poder dar un nuevo modelo más sostenible al pueblo peruano. Dit que malgré la chute de Fujimori, malgré le fait qu'il soit fini en prison, malgré tout ce qu'on a pu voir après son gouvernement, il y a eu tous les présidents qui l'ont suivi, voilà, Toledo, Garcia, Humala, et ils n'ont pas pu changer les modèles si bien ils étaient contre les gouvernements de Fujimori, ils n'ont pas fait ou ils n'ont pas réussi à faire des changements face au modèle. C'est-à-dire qu'on changeait de président, mais le modèle, il était toujours le même. Las exigencias del pueblo de cambiar este modelo lograron generar resistencia y luchas. Por ejemplo, las del pueblo de Conga, un pueblo campesino en la Sierra de Cajamarca contra el extractivismo minero que contamina, o la resistencia del pueblo indígena en las distintas zonas de la selva peruana, ¿no? Que tuvieron también un capítulo sangriento en la masacre que se produjo en la ciudad de Bagua. Là, il parle de différents mouvements qui se sont créés pour résister à ce système. Il parle de Conga, d'une ville qui s'appelle Conga, la Cajamarca, qui a réagi contre les minières qui étaient installés dans cette zone-là, qui contaminaient, qui étaient en train de tout casser pour faire de l'argent. Il parle aussi des autres endroits dans la selve, la jungle péruvienne, qui sont cherchés de s'organiser pour répondre individuellement à ces problèmes. Il y a eu aussi des tragédies, puisqu'il y a eu des massacres. Oui, il parle aussi de beaucoup de morts, de violences dans la résistance et la réponse du gouvernement face à ces groupes qui répondent voilà, de l'opposition. Todos estos capítulos tuvieron el trágico derramamiento de sangre, muertes de peruanos, ¿no? A causa de la represión. En ciudades como en Arequipa, en la lucha contra las privatizaciones implementadas por Toledo, en la lucha en Cajamarca, como hemos dicho, en la lucha del pueblo el pueblo Aguajún en Bagua, y en cientos de casos donde ha habido
esta resistencia manifiesta del pueblo peruano que terminó por conseguir el triunfo de Pedro Castillo el año 2022 como un resultado, una acumulación de luchas y de esfuerzos. Et après des années de lutte, après des années de contestation, d'opposition, d'organisation au niveau de ces différents groupes aux différents lieux de Pérou, ils ont réussi à imposer Castillo comme président. Ils ont réussi à avoir vraiment une place dans le gouvernement, à se faire entendre après encore beaucoup de violence, beaucoup de morts de la part du gouvernement, beaucoup de répression et beaucoup de souffrances de la part du peuple soumis à ce gouvernement. Mais que malgré tout, bon, aujourd'hui, on voit qu'avec Castillo, on a réussi quand même à quelque chose. Sin embargo, el propio Pedro Castillo no estuvo a la altura de las circunstancias y tuvo poca claridad para poder llevar adelante las transformaciones que el Perú necesitaba. Incurrió en graves errores, no tuvo una correlación favorable y sobre todo estuvo bastante, digamos que, poca claridad en su estrategia para unir al pueblo peruano y en las diversas plataformas, diversas demandas, y más bien intentó una conciliación con los sectores de derecha. Là, il dit que malgré tout, après l'arrivée de Castillo à la présidence, au pouvoir, voilà, il disait qu'il n'était pas à l'auteur. Il n'a pas été appuyé, il n'a pas été soutenu, il n'avait pas la stratégie politique non plus pour réussir à faire cette cohésion entre les différents groupes. Et d'une certaine façon, sans savoir peut-être les moyens, les outils, il ne réussit pas à créer cette unité qui aurait pu permettre d'avoir accès à une transformation du modèle. Esto ha ocasionado que el Fujimorismo, que es, digamos, la principal fuerza que implementa el modelo neoliberal o que reivindica el modelo neoliberal, y sus aliados, otras manifestaciones también del Fujimorismo, inicien y desarrollen un proceso de restauración de estas fuerzas políticas que constituyen la captura de instituciones, la impunidad y la contrarreforma. Esto agravado con el 7 de diciembre del año 2022, cuando Pedro Castillo echa por la borda la institucionalidad democrática que lo sostenía en un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado frustrado y absurdo. Alors, là, ça qui nous dit que face à la faiblesse de Castillo, les groupes qui soutiennent le système qui a été installé au Pérou par Fujimori, il a vu la possibilité de reprendre la place. Il parle d'une restauration politique de Fujimorisme face à la faiblesse, au manque de ce groupe que c'est celui de Castillo. Cohérence de tous ces partis qui ont arrivé avec Castillo. Voilà, c'est une espèce d'opportunité pour les groupes de Fujimori de reprendre le pouvoir sur les pays. Il parle, c'est un mot très intéressant, il parle de cette restauration politique par la capture des institutions. Ça veut dire que tous les groupes de droite et d'extrême droite, ils vont chercher par tous les moyens de prendre le pouvoir sur les institutions politiques et installer cette nouvelle vague de contre-réformes que Castillo cherchait à mettre en place. Et là, il nous ramène justement, là qu'on est en train de faire le bilan, en an de tout ça, il parle de 7 décembre comme les pièges dans lesquels Castillo il a tombé, en même temps qu'il a voulu lui-même faire péter l'institution qui tenait son pouvoir. Il parle de presque un auto-coup d'État qu'il s'est fait lui-même quand il a voulu faire péter l'institution qui soutenait voilà, les pouvoirs qu'il cherchait à mettre en place. ¿Ça va? ¿Todo bien? Oui. Esta circunstancia permitió el ascenso
al gobierno de quienes habían perdido las elecciones. Y a través de la represión popular que trajo consigo cerca de 80 muertos a nivel nacional, logró consolidar el poder de la ultraderecha en el Perú para favorecer a los grupos empresariales y grupos criminales. 80 muertos a nivel national. Sí. Voilà. Et là, il parle de cette rencontre qui s'est créée à ce moment-là face à l'erreur politique qu'a pu commettre Castillo et la force avec laquelle cette droite et extrême droite de Fujimori a cherché par la violence, où il y a 80 morts au niveau national, de s'installer de nouveau, créer, oui, une place politique pour ce groupe-là, avec Si, une espèce de... revenir au pouvoir, en quelque sorte. Donc, ils ont tout fait pour... avec la coalition, avec les groupes privés. Oui, dans les manifestations. Dans les manifestations, ça veut dire que dans la confrontation de lutte entre un mouvement et l'autre, il y a eu au niveau national 80 morts. Et ça a été après ça que l'extrême droite il a pris le pouvoir. Parce que l'armée est passée de ses côtés, puisque c'est l'armée Non, qui c'est a pas ça. réprimé tout ça. Non, C'est c'est pas ça. ça. Alors, dites-nous. Oui. Voilà. Después. Ok, ¿no? Pues, d'accord. Bueno, luego de la masacre protagonizada o dirigida por Dina Boluarte, por las Fuerzas Armadas, avalada por el Congreso de la República, por los sectores del empresariado, contra el pueblo peruano, ha imperado este año el reino de la impunidad, la captura de casi todas las instituciones, como Defensoría del Pueblo, como la Fiscalía de la Nación y otras instituciones del Estado peruano. Todo con el fin de poder garantizar que el gobierno se mantenga hasta el 2026 y que se pueda lograr la impunidad de los que están en el Congreso, de la mayoría congresal y de los grupos de poder, ¿no? Allanando el camino para el triunfo del fujimorismo en las siguientes elecciones. Alors, là, ce qu'il dit, c'est que ça a été à nouveau, comme on dit, par la capture de toutes les institutions, par la violence, par cette agrupation entre les privés et les gouvernements, que Dina Boluarte cherche à mettre en place cette forme d'impunité du gouvernement et gagner du temps jusqu'à l'année 2026 pour créer la place à que Pour qu'il revienne au pouvoir à nouveau, les grandes voilà. qui reviennent au pouvoir à nouveau. Donc, ils font tout pour essayer de camoufler toutes les preuves, toutes les choses, pour qu'ils puissent revenir et qu'il n'y ait rien qu'on dise, ah, il a fait ça, puisqu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de... Donc, ils sont... Les élections sont tous les 5 ans au Pérou, donc Ils ont 2021. confisqué presque toutes les institutions, presque la justice, pour Mais éviter c'est un peu- qu'on vienne fouiller sur ceux qui sont au pouvoir. C'est un peu ce que Bruno disait dans l'introduction. Exactement. Voilà. Oui. ¿Correcto? ¿Sí? Ya, bueno. A pesar de la resistencia del pueblo peruano, ¿no? Que ha demostrado su indignación en un primer momento, y a pesar de los muertos, el gobierno se ha mantenido y se ha profundizado en este momento una crisis del Estado. Hoy en Perú se habla de que la democracia ha muerto. Hoy en Perú se dice que ya las instituciones no representan a lo que la gente en su mayoría quiere. El gobierno tiene apenas el 7% de aceptación y el Congreso está por el 6% de aceptación, demostrando que hoy más que nunca que en el Perú una minoría gobierna imponiendo su voluntad y su agenda sobre la inmensa mayoría de los peruanos.
Là, elle dit que face à la résistance du peuple péruvien, face aux morts qui ont été tués dans la rue, l'État n'entend pas les cris du peuple, n'écoute pas ce que le peuple est en train de lui dire. Et c'est à propos de ça qu'aujourd'hui au Pérou, on dit que la démocratie n'existe pas, que la démocratie est morte, que les institutions ne représentent plus le peuple péruvien et que face à tout ça, face à un gouvernement qui a un 7% d'acceptation et un congrès avec 6%. un 8%, 6%. 6% d'acceptation, ils disent qu'aujourd'hui, il y a une minorité qui impose sa volonté face à tout le peuple péruvien. Oui, lamentablement, c'est la minorité qui a l'argent et qui a les pouvoirs. Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent parce que c'est concentré sur un poignet de personnes qui commandent tout, qui dirigent tout. Voilà. Sin embargo, una luz se empieza a ver al final del túnel. Las pugnas dentro del grupo, dentro de la coalición de derecha autoritaria, de ultraderecha autoritaria en el Perú y corrupta, empiezan a hacer tambalear a este grupo. La fiscal de la Nación ha sido suspendida del cargo, que es la fiscal de la Nación era aliada fundamental de este grupo porque había convertido a la fiscalía en un instrumento de persecución a sus enemigos, a los enemigos de esta coalición de gobierno y de servicio hacia los aliados de la coalición, ¿no? Garantizándoles impunidad. La fiscal de la Nación ha sido destituida porque se ha descubierto los hechos de corrupción en los cuales ella estaba involucrada, negociando impunidad en las acusaciones contra congresistas por actos de corrupción a favor de votos para mantenerse en el cargo. Se ha puesto en evidencia esto y hoy esta ha generado una crisis en el grupo de coalición. Ernesto nous dit aujourd'hui qu'on peut voir une lumière, une lumière d'espoir à la fin du tunnel, parce qu'il dit qu'à propos de la même corruption qu'on peut trouver à l'intérieur du groupe de droite et d'extrême droite, il commence à avoir une espèce de conflit et qui est en train de diviser les groupes. Entre eux-mêmes, hein, il y a une divergence de savoir à qui vient la plus grande part du gâteau, en fait. Voilà. Et comme Bruno nous disait dans l'introduction qu'il a fait, c'est justement la destitution, la suspension de la fiscale et Le procureur général. Voilà. Non, c'est le procureur général qui a fait de cette instance un instrument d'impunité politique et que ce groupe aujourd'hui, il commence à trembler un peu. Ça veut dire que la suspension de la fiscale qui avait fait de cette institution une forme de protection pour la corruption de ce groupe, aujourd'hui, le groupe, il n'est plus protégé par cette forme. Voilà. Oui, mais ça vient d'eux-mêmes. Parce que l'histoire, c'est une pune interne entre ceux qui ont le pouvoir. Voilà. Aujourd'hui, les conflits, c'est plus entre la gauche et la droite, c'est entre la droite et elle-même. Mientras Oui. Mientras tanto, vivimos también el incremento de la criminalidad en las calles, ¿no? La violencia en las calles peruanas es alarmante, son niveles de criminalidad insólita, del crecimiento del sicariato, de crímenes de violencia de género, ¿no? De robos, es un crecimiento alarmante. Al mismo tiempo, una crisis económica que se siente en los bolsillos de los más pobres, que han tenido que reducir incluso su dieta alimentaria, o sea, el consumo de proteínas, de calorías, para poder sobrevivir. O sea, la crisis económica también acompaña a la crisis política y a la crisis social.
Ici, il nous fait voir comment aujourd'hui cette crise politique a aussi des effets au niveau social. Il dit qu'à côté, à propos de cette crise politique et crise économique, il y a cette crise sociale par l'augmentation de la violence et la criminalité dans la rue, encore plus de crimes, je ne sais pas comment ça se dit en français, de sicariato. Ça veut dire, de tueurs à gages. voilà, voilà. Et il parle aussi de la violence des genres et comment, à propos de cette crise économique, les Péruviens, cette partie du peuple péruvien a vu même réduire son régime alimentaire sans Oui, pouvoir. c'est une diminution du Voilà, pouvoir d'achat parce que tout est devenu plus cher et voilà. ils font des sacrifices, on mange une fois, mais pas deux, et c'est comme ça. Ça veut dire, ici, Ernesto, il cherche à faire le lien, nous montrer de comment ces crises politiques amènent une crise économique qui finit par une crise sociale. Voilà. Et parce que oui, tout ce qui a été de violence, ça a été multiplié par. Il y a eu une explosion de la violence parce que les gens sont pas contents, parce que les gens n'ont pas de quoi manger, parce que plein de choses. Voilà. Todo parece indicar que el año 2024 será un año en el cual el pueblo peruano tendrá que volver a las calles con más fuerza. La crisis económica, política y social lo está empujando a ello. Y si bien los últimos meses del año que está acabando, el pueblo peruano se ha movilizado, no con la contundencia de los meses iniciales, esta situación no significa de que el pueblo el año 2024 va a dejar de luchar, sino por el contrario. Las calles se están calentando cada vez más por esta agudización de la crisis en sus tres dimensiones, política, económica y social. Aujourd'hui, Ernesto, il dit que tout ce qu'on vient de dire avant, la crise politique, la crise sociale et la crise économique, prépare une année 2024 avec des manifestations populaires qui vont être encore plus fortes que celles qu'il a pu avoir avant. Même, il dit, même si maintenant, à la fin de cette année 2023, ça s'est calmé, on pourrait dire que les manifestations ils sont un peu absentes. Il dit qu'il y a tout qui prépare le chemin pour l'année prochaine pour que les manifestations ils soient encore plus fortes dans la rue. On sent déjà la ferveur de la rue qui veut que ça passe autrement. Sin embargo, todo también indica de que la crisis va inevitablemente a desenvolverse en el terreno político, va a encontrar una solución en el terreno político en la medida de que los diversos actores movilizados del pueblo peruano, trabajadores, pueblos indígenas, trabajadores informales, en general comunidades, etcétera, etcétera, puedan lograr coincidir en una sola plataforma política para poder cambiar la correlación de fuerzas tras las siguientes elecciones, que es evidente que no van a poder realizarse el próximo año o incluso el 2025. En ese sentido, la coalición de poder estaría logrando su objetivo de llegar al 2026. Y las fuerzas del cambio, las fuerzas democráticas, el pueblo peruano tendrá que unir en una sola plataforma si queremos revertir esta correlación actualmente imperante en las fuerzas del Congreso. Il dit qu'aujourd'hui, la seule solution pour pouvoir faire face à tout ça qu'on vient de dire, c'est que le peuple, les différents groupes de peuples péruviens arrivent à faire coïncider, à pouvoir créer une seule plateforme qui ferait bloc à cet mouvement contre, comment dire? Pour préparer les prochaines élections, parce qu'on ne sait pas si ça sera l'année prochaine, en 2025, ou il va falloir attendre les termes de la législation jusqu'en 2026. Donc, il va falloir qu'il y ait une vraie union parmi tous les groupes qui ne sont pas contents de ce qui se passe et pour pouvoir faire face à quelqu'un qui est vraiment bien installé. Voilà. Tenemos todos los peruanos la obligación de hacer el esfuerzo para encontrar ese camino unitario,
para lograr cambiar esta situación. Es difícil porque todavía existen mucho temor y mucha desconfianza, a pesar que hemos luchado de manera coordinada, juntos, hemos sufrido la represión de manera conjunta, pero existen también desconfianzas que tenemos que vencer para lograr una plataforma muy amplia que derrote el 2026, o si fuera mejor antes, a las fuerzas autoritarias de esta coalición. De lo contrario, la crisis va a seguir agudizándose y el problema ya es saber cómo podría terminar en un desenlace, ¿no? Más autoritarismo de derecha sería lo que correspondería si es que nosotros no logramos esa unidad, y más represión y más persistencia de este modelo, que es, desde mi punto de vista, la principal causa de la crisis que vivimos. Dit qu'aujourd'hui, pouvoir créer ce bloc contre la droite et l'extrême droite, ça demande toujours cet effort national d'unité qui n'est pas sans difficulté parce qu'il dit qu'il y a de la part du peuple encore une grande peur et une grande méfiance entre les mêmes groupes. Et il dit que face à ça, si on n'arrive pas aujourd'hui au Pérou à s'organiser en tant que bloc pour pouvoir faire face à tout ça, il va avoir une violence et un autoritarisme, une répression de la part de la droite qui va être chaque fois plus forte et chaque fois plus pressante, voilà. Plus répressive, si ça n'arrive pas à s'organiser vraiment face à cette groupe. Qui va continuer longtemps, puisque si après 2026 ils sont élus, bah, ça sera encore pendant. Bien, muchas gracias. Me gustaría seguramente en el diálogo poder precisar algunos alcances más sobre la actualidad y sobre poder brindar algunos datos y también ser complementado por la participación de François. Muchas gracias a todos los compañeros, hermanos y hermanas, camaradas, a todos un abrazo y estamos dialogando. Muchas gracias, Ernesto. Le agradecemos. Gracias, camarada. Non, mais c'est pas fini. Donc là, c'était la présentation générale qu'a fait Ernesto, on va dire. Et on va donner la parole à Françoise qui va nous refaire son. Je ne sais pas si tu nous refais une introduction. Je ne vais pas refaire une introduction maintenant, hein. Ça serait un peu dommage. Je suis désolée pour les problèmes techniques. Oui. Alors, peut-être qu'on peut revenir un peu ce que j'allais dire, mais Ernesto l'a dit très très bien, donc je coïncide parfaitement avec toutes ces analyses. Mais moi, au départ, je voulais parler justement de la corruption générale à tous les niveaux de l'État. Comme vous le savez, le Pérou bat un triste record d'avoir 5 présidents de la République en prison, sous procédure judiciaire ou suicidés pour fait de corruption. Donc, ce n'est pas nouveau, mais cette année, on voit, semble-t-il, s'exaspérer ce phénomène de corruption qui détruit de l'intérieur, c'est un véritable cancer, qui détruit de l'intérieur toutes les institutions de l'État. Et ce qui vient de se passer au niveau de la procureure générale de la Nation, un nouveau scandale qui a éclaté, a mis en lumière, grâce à l'intervention de son assesseur principal qui coopère avec la police et la justice, que la corruption et la politique au niveau du Parlement et des institutions sont intimement liées. Tout est corrompu. Et les mentalités aussi. Non ? Là, on vient d'en avoir une preuve. On l'avait déjà eu avec l'immense tsunami de Brecht en 2017. Donc la corruption, ça pourrit tout. Toutes les institutions en ce moment, c'est pour ça que Ernesto disait qu'il n'y a plus de démocratie. On assiste au démantèlement de toutes les institutions et on est dans une crise sans fin, sans fond. Pour moi, c'est ce que j'allais dire au début, mais il l'a parfaitement dit. Alors, par contre, pour revenir sur le bilan de l'année qui a précédé Dina Boluarte et l'élection de Pedro Castillo, il faut quand même dire que ça a créé un immense espoir, hein, que ceux qui ont voté pour lui ont cru, et beaucoup se sont joints, d'ailleurs toutes les forces démocratiques ont voté pour lui au second tour, et ça a été quand même l'irruption justement de ce qu'on appelle le Pérou profond,
dans la classe politique l'année du bicentenaire. Et ça, c'était à la fois inattendu et les gens y ont cru, hein, au gouvernement du peuple par le peuple. Il y a eu un grand espoir, une grande illusion qui n'a pas duré longtemps. La lune de miel s'est vite terminée parce qu'il a fait des concessions immédiatement à la droite, mais il faut dire qu'il était complètement harcelé également par la droite, parce qu'il a gagné seulement à 44 000 voix près. Lui, il avait 50 et quelques, et Keiko Fujimori, l'adversaire, 49 et quelques. Il y avait 44 000 voix seulement de différence. Et la droite avait tout le Parlement. Donc, ils l'ont harcelé constamment dès le début. Mais lui-même, comme l'a dit Ernesto, a fait également beaucoup d'erreurs. Donc, il s'est vite soumis à ce diktat de la droite, déjà par une valse des ministres. À chaque fois qu'il choisissait les ministres, le Parlement était contre, donc il fallait qu'il démissionne. On a eu comme ça 5 gouvernements en l'espace de 15 mois de gouvernement, 5 gouvernements et plus de 80 ministres. C'était une valse continuelle qui crée une instabilité terrible et une paralysie de tous les secteurs sectoriels. On ne pouvait plus rien faire à cause de cette valse de ministres, il n'y avait pas du tout de continuité, donc c'était excessivement dur. Il a fait aussi des erreurs politiques, parce que lui, qui était un syndicaliste, professeur, comme vous le savez, un instituteur rural, paysan de Cajamarca. Bon, il avait ses appuis directs qui étaient son syndicat, il était syndicaliste. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a fait officialiser ce syndicat contre le syndicat SUTEP, qui est majoritaire et historique au Pérou. Il a également voulu créer des rondes paysannes parallèles, c'est-à-dire contre la Centrale nationale des rondes paysannes. Ça, c'était des erreurs graves. Et en fait, il s'est isolé des bases qui avaient voté pour lui en faisant toutes ces erreurs, et ce qui fait qu'il n'avait plus aucun appui. Il n'avait pas de parti politique. Perú Libre l'avait présenté, mais il n'était pas de Perú Libre, et il a rompu avec Perú Libre. Ses seules forces, c'était sa famille et ses paisanos de sa région. Il s'appuyait uniquement sur eux. Il n'avait confiance qu'en eux. Et revenir peut-être aussi sur ce fameux coup de théâtre du 7 décembre 2021. Ça a été 3 heures de coup de théâtre. Mais au Pérou, c'est très souvent le cas, les coups de théâtre. Hein. Et donc, qu'il allait fermer le Parlement, organiser un gouvernement et déclarer l'état d'urgence. Donc, il déclarait tout ça et sans avoir, apparemment, ses ministres ne le savaient même pas. Et donc, on a appelé ça un suicide politique parce qu'il offrait sa tête vraiment à ses adversaires, qui n'ont fait, bien sûr, que saisir l'opportunité pour immédiatement le destituer, mais illégalement. C'est pour ça qu'on parle d'un coup d'État institutionnel. Lui, il a fait peut-être un auto-coup d'État manqué, mais les autres, le Parlement et la nomination de Dina Boluarte étaient complètement inconstitutionnelle et illégitime. Donc le gouvernement de Dina Boluarte est né illégitimement, inconstitutionnellement. Il n'a aucune légitimité. Il n'a pas de légitimité sociale, comme le disait Ernesto, mais il n'a pas non plus du point de vue constitutionnel. Donc ce gouvernement a très mal commencé et il a terminé encore plus mal. Donc l'effet marquant de cette année après, c'est bien sûr, comme l'a dit Ernesto, d'abord une immense mobilisation, hein, quand il a été destitué, arrêté et emprisonné. Le grand mouvement populaire, on ne l'avait pas vu, un mouvement d'une telle ampleur depuis au moins 30 ans ou 50 ans. Et c'était un mouvement avec des consignes politiques. Et ça, c'était complètement inédit. Donc ce mouvement réclamait donc la démission de Dina Boluarte, la fermeture du Parlement, une nouvelle constitution, une assemblée constituante. Donc ça, c'était complètement nouveau de voir un mouvement populaire aussi politisé. Ce mouvement est parti du sud, des communautés
de Puno, Ayacucho, Aymara et Quechua, mais il a gagné tout le territoire. Et personne n'avait prévu un mouvement d'une telle ampleur. Non, personne. Même les partis dits de gauche ont été également surpris de l'ampleur de ce mouvement. Par la suite, il y a eu donc, par rapport à ce mouvement, un mouvement d'auto-convoqué, comme il s'appelle, non ce mouvement a provoqué mais une répression sanglante. Enfin, vous vous rendez compte, Ernesto parlait des 80 morts, mais c'était vraiment un bain de sang et des crimes contre l'humanité. Il y a 49 personnes victimes mortelles. On a pu prouver que c'était sous les tirs des balles de l'armée et de la police et que c'était des crimes de lèse-humanité. Toutes les organisations nationales et internationales se sont justement dénoncées et jusqu'à présent, on réclame justice pour toutes ces victimes. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune responsabilité qui a été trouvée. C'est très, très grave. On essaie, l'impunité est totale par rapport à ces crimes-là. Donc, ça, c'est un fait marquant de cette année de gouvernement. Et donc, Dina Boluarte est née sous la coupole du Parlement, complètement, oui, elle avait aucune, très faible, elle n'a pas de parti politique, elle n'a rien, elle obéit, c'est comme une marionnette qui obéit au Parlement. Mais le Parlement a pris de plus en plus de pouvoir et s'est durci, et le régime, certains parlent d'une hydre à plusieurs têtes, hein, et ce gouvernement est né avec une alliance avec l'armée également, mais pas uniquement comme on parle le secteur privé, certes, mais il y a aussi toutes les forces armées qui étaient d'accord pour faire ce coup d'État institutionnel. Donc ce gouvernement s'est durci au fil des mois, on l'a vu, par la répression et également par ce qui est très grave, et c'est pourquoi Ernesto disait qu'il n'y a plus de démocratie, parce qu'on a complètement aboli le système de séparation des pouvoirs. Donc ils ont pris le Parlement, c'est-à-dire qui est dominé par la droite et l'extrême droite, a le pouvoir, il a l'exécutif, il a le législatif et il a attaqué le judiciaire. Donc, à partir du moment où dans un pays, il n'y a même pas ce principe de séparation des pouvoirs, là oui, on peut parler, je pense, de dictature. Et on en est là, d'après moi. Ça n'engage que moi, mais moi, je pense qu'on en est là. Que c'est un gouvernement qui a évolué d'un gouvernement autoritaire, hein, on parlait d'un régime civico-militaire, etc., mais que maintenant, on peut vraiment parler de gouvernement dictatorial. Et d'autant plus qu'on parle des élections, on espère des élections anticipées, mais ils sont en train de bloquer tout, de cadenasser tout pour empêcher ces prochaines élections ou pour s'accrocher au pouvoir. D'abord, ils ont modifié la Constitution. Il faut savoir qu'en 2018, les citoyens avaient voté par référendum contre le bicamérisme. Et eux, ils viennent de décider que si, ils allaient retourner au bicamérisme, c'est-à-dire pas seulement, comme c'est à l'heure actuelle, une seule chambre, sinon 2 chambres. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent de députés devenir sénateurs et s'enquister dans le pouvoir. D'abord, ils ont voté aussi qu'on pouvait être éligible dans les 2 chambres et continuer comme ça le cycle pour s'accrocher à ce pouvoir. Et ça, c'est complètement... Ils ont voté ça contre le vote et le référendum de 2018 où 14 millions de citoyens péruviens avaient voté contre. Donc, et ils sont en train aussi de changer tout le système électoral. Ils prennent des lois tous les jours. Le système électoral, justement, toujours pour cadenasser les futures élections si elles ont lieu. Le problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est est-ce que ça va tenir? Parce que les gens se disent, mais on n'en peut plus. Les gens sont écœurés de voir tout ce qui se passe. Ils n'en peuvent plus. Donc, Ernesto nous dit que les gens descendent dans la rue. Oui, ils sont descendus dans la rue, mais jusqu'à quand, jusqu'où peuvent-ils aller? Et la répression s'accentue et est très forte pour prévenir justement là toutes les manifestations. Vous savez qu'il y a eu 4 marches nationales dans l'année par ce mouvement populaire et que dernièrement, justement à l'occasion de l'anniversaire de cette prise de pouvoir, il y a eu justement des manifestations 7, 8 et 9 décembre. Elles ont été très importantes, mais pas aussi fortes qu'en début d'année, certes. Mais avant,
le gouvernement avait pris des mesures encore plus répressives. Il faut savoir que si maintenant, si on bloque une route, on peut avoir jusqu'à 12 ans de prison. Vous voyez? Et même les collaborateurs de ceux qui manifestent et qui bloquent des routes peuvent avoir jusqu'à 6 ans de détention. Vous vous rendez compte? Donc, effectivement, les gens n'ont pas bloqué de route là, cette fois-ci. Hein? Mais la répression augmente chaque fois. Donc, c'est vraiment terrible. Bon, il me dit de m'arrêter. D'accord. Ben, je m'arrête là. OK. À plus tard. Hein? Merci. Non, mais c'est surtout François. Merci Je parle trop, François. je t'avais dit. Non, Non, mais si tu je as bien parle, bon, tu as bien rebalayé toute la situation, mais c'était un peu pour consacrer maintenant du temps aux échanges et aux questions-réponses. d'accord. Mais toi-même, tu Très pourras bien. aussi poser des questions, bien sûr. Pour poser des questions. OK. On est là pour répondre aux questions. Alors, va- Ernesto, ¿me escuchas? Sí, sí, escucho perfecto. Vamos a hacer la pregunta del público. Ujú. Alors, il y a déjà des voix très concises et courtes. Voilà. Mais Est-ce en qu'il y a espagnol, vraiment, en français. est-ce que lorsqu'il y a eu Pedro Castillo, est-ce qu'il y a vraiment eu un ensemble à gauche qui a été après en appui après Pedro Castillo ou pas? Et est-ce que lui n'aurait pas eu la nécessité de mobiliser davantage dès son élection pour avoir une capacité à agir, sinon il n'avait pas la possibilité. Donc, moi, c'est ça. Et moi, je pense qu'il y avait pas d'appui pour Pedro Castillo. Ça se prouve, puisque lorsqu'il a été démis, il n'est pas encore jugé, d'après ce que je crois. Et logiquement, il n'y a pas de raison. Il aurait pu être appuyé et demander. Ce mouvement qui est né, il aurait pu appuyer Pedro Castillo. Ça n'a pas été le cas. Alors, il va essayer de traduire. La pregunta, para resumir un poco, es si al momento que Castillo salió electo, se creó al mismo tiempo un grupo que sostenía y que apoyaba el gobierno de Castillo, o si ganó solo y se fue solo a la lucha, o si logró crear este grupo que lo sostenía detrás. Bueno, Castillo logra la elección como un denominado outsider, o sea, un candidato que no estaba, no estaba un fuera de juego, ¿no? Un candidato que no aparecía, digamos, dentro de las opciones de la oferta electoral. Y fue candidato por el partido Perú Libre, junto con Dina Boluarte y Vladimir Cerrón. A Cerrón, el dirigente de este partido, después lo tachan por tenía una sentencia con la que no podía postular. Ya en el gobierno, Castillo no hace el esfuerzo para lograr un gran bloque popular, sino por el contrario, ¿no? Cayó en ciertos problemas de sectarismo, ¿no? No logró la unidad de un bloque popular. Hubo mucho de esto todavía en el gobierno, no solo de Castillo seguramente, pero hubo mucho esto que no se constituyó un gran bloque popular. Hubo un esfuerzo de impulsar una Asamblea Nacional Popular, pero esto no logró consolidarse, no logró concretarse. Y más bien, Castillo tendía puentes con los sectores de la derecha, nombrando incluso a uno de ellos como primer ministro por solo 2 días, porque obviamente tenía muchos cuestionamientos. Entonces no se logró constituir este bloque, ¿no? Cuando este bloque, bueno, hasta ahí, digamos, para tratar, es una pregunta que merece un poco, y en todo caso te pediría que me ayudes a resumir, ¿no? O a explicar. Pero después, el propio partido que lo llevó al gobierno, a Castillo, se dividió y muchos de los que apoyaban en el Congreso a Castillo, que llegaron con Castillo al Congreso, terminaron con el sector de derecha. O sea, la división que se produjo en el campo popular
sobre la cual el propio Castillo también jugó un papel, terminó pasándole la factura a todos, ¿no? Esa división terminó que muchos de ellos se pasen al otro lado. Je vais. Oui. Mais ça qui, pour répondre à la question de Gérard, ça qu'il dit Ernesto, c'est que Castillo, il s'est présenté comme une alternative politique outsider. Il a utilisé ce mot pour dire qu'il n'avait pas vraiment un parti politique, il ne faisait pas part d'un groupe politique solide pour pouvoir se confronter à cette masse qui était celle du groupe de Fukimori, non? Et il a dit qu'il a pu se constituer avec cette partie qui s'appelle Pérou Libre, duquel il faisait part Boluarte et une autre personne, Cerrón, voilà, qui n'a pas duré très longtemps parce que par des choses, des problèmes qu'il a eu avec la loi, il a été exclu de parti. Après, il dit que à l'origine, une fois qu'il a été élu, par cette maladroite politique, Castillo il n'a pas vraiment fait des efforts et qu'au contraire, il était dans une espèce de sectarisme dans son groupe qui l'a empêché vraiment de créer cette unité, de créer cette cohésion et aller au-delà dans cette initiative d'une Assemblée nationale populaire, mais que finalement rien de tout ça a pu tenir parce que là lui-même, il s'est vu piégé par les mêmes contacts qu'il avait avec la droite, chose qui a créé des divisions dans son groupe, qui a fini toujours pour le passer la facture et donner encore plus de pouvoir à cette droite qu'il est en train de combattre. C'est un peu paradoxal. Comme on passe de lutte pour la droite, contre la droite, il a gagné plus de pouvoir par le gouvernement de Castillo. Voilà. Une chose comme ça. Je ne sais pas si François, elle a quelque chose à ajouter ou pas. Oui, ben, je suis d'accord. C'est que, effectivement, à partir du moment où il a consenti, il voulait être ni de droite ni de gauche, et il a consenti, justement, je me souviens très bien, 2 mois après sa prise de fonction, il est allé aux États-Unis faire un discours à l'OEA et il a appelé tous les investisseurs étrangers, américains, à venir dans le pays. Donc là, les gens ont compris qu'il était à plein sur le système, le modèle politique et économique néolibéral. Donc il faisait des concessions à la droite pour, selon lui, rester au pouvoir. Mais il n'a pas fait d'efforts pour mobiliser et au contraire, il s'est isolé des bases qui l'avaient élu et il s'est retrouvé tout seul. Il s'est retrouvé avec sa famille et ses paisanos qui l'ont aussi trahi, puisqu'ils ont fait des faits de corruption qui ont entraîné également sa perte de popularité. Donc, Pedro Castillo s'est retrouvé seul. Il n'avait plus de base. Et comme je vous l'ai dit avant, il avait fait des erreurs par rapport aux enseignants en voulant justement s'attaquer au syndicat historique des enseignants. Il a fait des erreurs en s'attaquant aux rondes paysannes. Et Pérou Libre, ben, il a rompu avec Pérou Libre. Donc, il n'avait plus de parti et plus de base. Et il était trop occupé justement à chercher à se maintenir au pouvoir et à lutter contre les offensives. Il faut dire quand même qu'il y a eu 3 tentatives de destitution. Donc, c'était pas... L'offensive était forte de la droite. Mais non, il n'y a pas eu de bloc populaire parce que les gens ont compris que petit à petit, ils ont été déçus, quoi. Donc, il s'est retrouvé isolé. Oui. Ernesto, est-ce qu'il y a, après je te donne la est-ce qu'il y a un risque de coup d'État militaire au Pérou? ¿Hay un riesgo de golpe de Estado militar en Perú, Ernesto? Sí, existe ese riesgo, toda vez de que la crisis de la legitimidad de la democracia está incrementándose. Hoy en día, de acuerdo a una encuesta, el 50% de peruanos acepta la democracia como el mejor sistema de gobierno. Y el 50% restante no cree en la democracia. O sea, la mitad de la población peruana hoy en día, debido a esta circunstancia, cree en una alternativa democrática y en la otra mitad ya no cree. Por un lado. Por otro lado, es el tema de que
estas crisis, esta circunstancia ha permitido de que finalmente quienes decidan en última instancia a qué sector hacerle caso sean las Fuerzas Armadas. O sea, finalmente, recordemos, Pedro Castillo llamó a cerrar el Congreso y el Congreso también llamó a la captura de Pedro Castillo. ¿Quién definió en ese escenario? Definieron las Fuerzas Armadas, ¿no? Definieron a quién le hacían caso. ¿Qué pasa si hoy día el Congreso destituye al ente que designa jueces y fiscales? Dicen de que este ente no tendría por qué obedecer. Pero ¿quién decide si los arrestan? ¿Quién decide si los capturan? ¿Quién decide si cierran el Congreso? ¿No? Es en última instancia las Fuerzas Armadas. O sea, la fuerza ante esta circunstancia de ilegitimidad de las instituciones, quienes ejecutan las órdenes por la fuerza van a tener que ser los militares. Entonces, sí es posible este escenario. Y esto además por un tercer elemento, ¿no? La derecha y la ultraderecha instigan y agitan de que los sectores progresistas, todos los sectores que reclamamos, que tenemos presencia en el movimiento social, de trabajadores, de campesinos, pueblos indígenas, etcétera, estamos siendo manipulados o influenciados por grupos vinculados al terrorismo. Esta idea de la ultraderecha, que ha sido muy persistente en su difusión, digamos que ahora incluso tiene la etiqueta de llamada terruqueo, ¿no? Así se le ha denominado, está muy difundida dentro de las Fuerzas Armadas. Es muy, y tiene mucha difusión, mucha aceptación dentro de las Fuerzas Armadas. O sea que hay dentro de las Fuerzas Armadas una idea muy reaccionaria, macartista, ¿no? Contra todo lo que signifique democracia, progreso, reclamos sociales, demandas sociales. Entonces sí hay la posibilidad de un golpe de Estado que tendría estas características, ¿no? ¿Qué quiere decir perruqueo? Perruqueo es, no sé, Pardon. creo que François lo puede explicar bien. Je peux le dire, oui, c'est-à-dire pour criminaliser la protestation sociale, on les accuse tous de terroristes. Donc tous sont terroristes. Et terruqueo, ça vient de terroriste. Et donc c'est un souvenir aussi de Sentier Lumineux. Mais tous ceux qui protestent sont des... Et on a vu ça tout au cours de l'année, hein, dans la criminalisation, sont tous attaqués comme terroristes. Je fais un peu la lecture de la réponse d'Ernesto. Ernesto, à la question de Bruno, il répond qu'effectivement, le risque d'un coup d'État militaire au Pérou aujourd'hui, c'est une possibilité réelle, que face à la instabilité du pays, à cette division qui ne donne plus confiance au peuple, il dit qu'il y a 50% du peuple péruvien qui croit encore dans la démocratie, face à un autre 50% qui n'est pas. Et la question qui se pose, elle est très légitime parce qu'elle dit face à cette incertitude, face à ce questionnement, c'est qui décide? Ça veut dire que là où il n'y a pas un président, là où il y avait un président qui a voulu dissoudre les congrès, là où il y a eu un congrès qui a voulu mettre le président dehors, qui a décidé que les choses allaient se passer comme ça? Et c'est là qu'il a dit que les militaires, ils ont pris la place. Et c'est une question qui se pose encore parce que face à ce problème qui se passe aujourd'hui avec la procureur, voilà. Et voilà, c'est ça le problème. Après, il parle de ce troisième élément qui est travaillé par les militaires au Pérou, que c'est justement la définition de perruqueo qui vient de donner Françoise. Ça veut dire qu'il y a une manipulation du discours, une perversion du discours par laquelle les groupes militaires cherchent à faire croire que les organisations populaires, ils sont des liens avec des groupes terroristes. Voilà, pour casser l'image qu'ils pourraient avoir, la représentation face au peuple péruvien. Voilà. Oui. Je voulais, il n'y a pas de... Oh non, c'est lui qui va traduire. Ce qu'on vient de dire, cette manipulation de l'opposition en la qualifiant de terroriste, elle est universelle. Hein. Ça, c'est vraiment c'est un classique. Alors, je voulais savoir si les Péruviens, justement dans ce contexte des décennies passées,
qui n'ont pas connu une réelle démocratie auraient la possibilité, auraient l'envie de voter pour une coalition, ou alors ils préféreraient peut-être avoir un homme providentiel, comme par exemple, enfin je dis providentiel entre guillemets, avoir un homme comme Lula par exemple, qui au Brésil, qui représente le peuple. Et je voudrais savoir aussi s'il y a une différence au Pérou entre les villes, dans le type de vote et dans la participation, entre les villes et les campagnes. Ça fait beaucoup de questions maintenant. Oui. Alors, juste pour situer quand même, le Pérou, c'est 33 millions d'habitants, mais la capitale, c'est à peu près 12 millions quand même. Donc, il y a quand même une... ¿Vas a traducir la pregunta para Ernesto? Voy a intentarlo. Ahora, Hay por lo menos 3 preguntas en una. Sí. por lo menos, sí. Sí. Efectivamente, Ernesto pregunta aquí, Katy. ¿Qué pregunta Katy? Katy pregunta que s'il y a peut-être une personne en l'image, oui, que si hay una persona en la imagen, un símbolo, digamos, de alguien que podría elegir que podría ocupar este lugar, que está vacío en este minuto, que si hay de la parte del pueblo peruano quizá una alternativa a todos estos problemas y que responda a las preguntas de Katy y el pueblo peruano. Compte tenu de la corruption généralisée ancienne et du manque de démocratie, d'expérience de démocratie. Si hay alguien tipo Lula en el Perú, pregunto, ¿no? Que podría canalizar y ser una figura razonable. Sí, bueno, en este momento no la hay. No hay una figura que pueda unir a todos. Los liderazgos están muy dispersos. Incluso el propio presidente Castillo tiene algún sector de la población que pide su restitución, pero no es el sector mayoritario, no es ni siquiera el sector mayoritario de los que nos movilizamos. Es un sector todavía que, digamos, adhiere, digamos, por simpatía emocional con Pedro Castillo, pero tampoco eso logra la unidad del pueblo, ¿no? Y por el otro lado hay diversidad de actores que quieren ocupar un lugar de liderazgo, pero que no lo consiguen. Otro digamos, de las personas que por allí intenta ese espacio, no es un liderazgo que una tampoco, ¿no? Pero que los medios de comunicación de derecha tratan de presentar como el líder del campo popular. Y nos estamos refiriendo al ex militar Antauro Humala, quien purgó condena por un alzamiento armado en el cual estuvo encerrado cerca de 20 años, ¿no? Estuvo encerrado cerca de 20 años y que no es un liderazgo que represente a la población que está movilizada, sino que la derecha intenta presentarlo a él como el líder, ¿no? Para generar, precisamente como parte de su estrategia, para generar una mayor división, ¿no? Digamos, esa podría ser mi respuesta hasta allí. Humala Toledo se llama, ¿no? No, Antauro Humala. Antauro, ¿no? Si quieres puedo traducir. En realidad, digamos, el candidato que la derecha está tratando de presentar como un candidato de sectores populares, como que es él, pero en realidad no lo es, ¿no? Porque uno no tiene un programa, digamos, serio. Su programa es básicamente más autoritarismo, pero, digamos, que lleva al extremo de coincidir con sectores de la derecha, por ejemplo, en cuanto al retiro del sistema al sistema internacional de derechos humanos, ¿no? Él plantea eso también, coincide con los sectores de ultraderecha en eso, ¿no? Entonces, por eso es que la derecha lo pretende presentar como la carta de los sectores populares, pero en realidad no es así.
¿no? Esto no es un consenso, más bien es lo que quisieran la propia derecha, disputar una elección las siguientes elecciones en el 2026 entre Keiko Fujimori y Antauro, ¿no? Porque con ese escenario podrían tener opciones de ganar, ¿no? Convertir ese amplio rechazo que tiene el Fujimorismo actualmente en una victoria frente a una amenaza como la que podría significar Antauro Humala, ¿no? Como digo, reitero, no es el Lula peruano, ¿no? Ni de asomo, por el contrario, no es un factor de unidad tampoco, ¿no? Pero obviamente la derecha en su estrategia intenta presentar. Tu veux que je traduise? Tu veux que, Ah. tu veux que je traduise ce qu'il dit là? Ce qu'il vient de Vas-y, dire? oui. Oui, parce que Vas-y. bon, c'est intéressant comme un autre scénario possible pour répondre à la question de Cathy. S'il y avait un homme providentiel, il a dit qu'il n'y en avait pas, mais que la droite en ce moment est en train de promouvoir comme figure providentielle ce Antauro Humala, qui est un ancien de l'armée, qui est sorti de prison il n'y a pas tellement longtemps, qui avait été en rébellion dans l'armée, qui est très autoritaire et qui propose un programme super autoritaire. Et ce n'est pas un candidat vraiment qui naît des bases populaires, mais la droite est en train de le promouvoir comme une alternative. C'est ce qui résumait, non? Et ce Antauro Humala est aussi dangereux dans sa perception très autoritaire d'un régime. Et n'en parlons pas pour toutes les femmes, l'éducation, etc. C'était un programme horrible de marche arrière du point de vue démocratique, mais qui pourrait être une alternative propulsée par la droite elle-même, s'il n'y a pas de candidat. Parce que le drame, c'est bien ça. Maintenant, moi, j'ai envie d'ajouter quelque chose. C'est que c'est vrai que tout ce mouvement de autoconvocados, les gens se mobilisent spontanément, hein, sans répondre à l'appel d'un parti ou d'une organisation politique. Mais c'est pour ça aussi que, bon, en ce moment, il y a une tentative de centralisation des luttes. Ça, il faut l'ajouter, que c'est quand même quelque chose de positif. Mais ça va vers un antisystème, vers un dégagisme. Et ce dégagisme, cet antisystème est un fait dangereux. Parce qu'à partir du moment où il refuse toute alternative, eh ben, on peut voir surgir un Milei au Pérou aussi. Ça, c'est mon interprétation, hein. Ce n'est pas Ernesto qui le dit. Mais c'est une de mes peurs, disons, moi, personnelles. Hein. Et que la droite, l'extrême droite, ça on n'a pas peut-être encore dit, le parti de rénovation populaire, et qui ont justement même des bandes de jeunes armés qui attaquent dans la rue les étudiants, qui attaquent les défenseurs des droits de l'homme, même le siège, quand j'étais en février, ils ont attaqué le siège de la coordination des droits de l'homme. Ces gens-là sont en train de monter en puissance. Hein. Le Rénovation populaire, c'est un parti fasciste vraiment d'extrême droite et qui est en pleine montée. Et qui ont, au mois de mars dernier, ils sont réunis avec Vox en Espagne, et Lima était le centre d'une réunion d'extrême droite. Ça aussi, c'est un facteur à prendre en considération quand on analyse la situation au Pérou. Hein. En tous les cas, c'est des éléments qui rendent la situation dangereuse et problématique. La seule alternative étant bien sûr l'unité, comme l'a dit Ernesto, non ? La constitution d'une unité, mais est-ce qu'il n'y a pas de figure providentielle? Est-ce qu'ils arriveront dans cet espace? Est-ce qu'il y aura des élections anticipées? Est-ce que les gens vont attendre jusqu'à 2026 parce que les gens n'en peuvent plus là en ce moment? Est-ce qu'ils vont pouvoir attendre 2 ans? Ça, c'est autant de questions. Ben, j'ai envie de poser la question directement à Ernesto, non? ¿Puedo? Je peux poser une question à Ernesto, una pregunta. Estaba hablando también de la subida de renovación popular, de la extrema derecha en el Perú, etcétera, ¿no? Que el panorama es un poco peligroso, ¿no? Y lo que quería preguntar, ¿tú crees que la gente, el pueblo, va a esperar 2 años más? O sea, en este momento
dado lo de Fujimori, por ejemplo, ¿no? La liberación de Fujimori, la gente está, no sé si hablaste cuando yo estaba desconectada, pero es un hecho que ha venido a encerrar este año y a provocar una indignación tan grande, ¿no? Que la gente va a aguantar. ¿Hasta dónde va a aguantar tantas cosas? ¿No? La liberación de Fujimori es un acto tan fuerte. Hay que recordar que inclusive nosotros aquí en París, en 2017, más o menos en esta época de Navidad, en 2017, Pablo Pedro Kuczynski anunció la grâce présidentielle pour Noël du dictateur Fujimori. Mais immédiatement au Pérou, mais même ici, la communauté péruvienne à Paris s'est mobilisée. Il y a eu des manifestations gigantesques, c'est les plus grandes manifestations qu'il y ait eu pour protester contre cette libération, qui était présentée comme pour des raisons sanitaires. Alors que le monsieur, il est toujours vivant 6 ans après, puisqu'on vient de le libérer maintenant. Hein. Et en fait, on a appris après que derrière ces raisons sanitaires, c'était une négociation avec les Fujimoristes pour éviter la destitution du président. Ça avait été négocié. Comme maintenant, on sait aussi que derrière cette libération, il y a une négociation. Moi, personnellement, je ne sais pas laquelle. Oui, vas-y. On donne la place a Ernesto para Voilà. responder la cuestión. Entonces, la cosa es que tú piensas que va a aguantar el pueblo hasta 2026 y puede haber elecciones anticipadas antes, o cómo imaginas de aquí a 2026, ¿no? Hola Ernesto, si puede contestar esta pregunta en forma de conclusión. Correcto. Mira, respecto a por qué la gente, si está dispuesta a aguantar, en realidad la gente está cansada ya de esta situación. Semanalmente se cambian ministros. Encima el tema de la criminalidad en la calle, la crisis económica, la crisis política. La gente está sumamente cansada de esta situación. No quiere saber nada. No cree en los liderazgos. Por eso nos es tan difícil construir un liderazgo que una, porque hay mucha incredulidad de la gente, ¿no? El gobierno de Castillo digamos, el fracaso del gobierno de Castillo está golpeando. Y además, lo que había señalado también el sectarismo, que divide dentro de los esfuerzos del campo popular a quienes supuestamente son auténticos luchadores, auténticos izquierdistas, y por otro lado etiquetan a como caviares, ¿no? Como sectores vacilantes, ¿no? Sectores que también están dentro del campo popular. Entonces, nosotros tenemos un consenso en que lo que tenemos que hacer es ir a una asamblea constituyente. Ese es un tema de consenso. Cambiar la constitución y refundar el país sobre un nuevo modelo de desarrollo, ¿no? Más justo, más democrático, más sostenible. Ese es el factor de unidad. Pero no es esta demanda tiene también amplia aceptación, ha crecido entre la población la demanda de una asamblea constituyente, ha crecido. Sin embargo, lo que falta es el tema de quién lidera, quién une, cómo se construye esa credibilidad, esa confianza. Eso es lo que nos está faltando. Y entonces la gente simplemente está harta, pero también desconfía. Hay esto, ¿no? Y respecto al tema de Fujimori, el tema de que Fujimori, como lo había mencionado en un principio, el gobierno de Fujimori es el que sienta las bases de este modelo actualmente vigente, actualmente colapsado. Entonces Fujimori va a la cárcel por delitos de lesa humanidad, por crímenes. Y Fujimori es un símbolo para la derecha y para la ultraderecha. Su libertad significa un símbolo, más que un hecho concreto que pueda alterar el escenario, es un símbolo. Pero pone en evidencia quién está detrás de esta coalición, ¿no? Que es que la derecha y la ultraderecha se va a unir para defender este modelo, aunque este modelo está colapsando. El empresariado no puede decir que estamos
que ese modelo es exitoso. Estamos con recesión. No podemos decir que este es un modelo que ha servido al Perú, que está sirviendo al Perú. El último año han migrado 800.000 peruanos, han salido del país. 800.000 peruanos. El año anterior salieron 70.000. O sea, se ha multiplicado por 10 el número de peruanos que ha salido del país como efecto de esta crisis. Entonces, a modo de conclusión, también es que por donde empezamos, ¿no? Hay una urgente necesidad de cambiar el modelo, hay un consenso de que eso se tiene que hacer a través de la más amplia unidad y de una asamblea constituyente, pero no se ha logrado la confianza para poder liderar ese proceso y unir a todos quienes estamos tras de esta causa, ¿no? La derecha sí tiene unidad para defender el modelo y tiene una columna que es el Fujimorismo, el partido Fujimorista, que lidera. Nosotros no hemos construido. Los esfuerzos que se hicieron por parte, que lograron el triunfo de Pedro Castillo, no fueron suficientes para mantener unidos, sino más bien nos llevaron, digamos, a una derrota. Nos llevaron a una derrota. Las decisiones de Pedro Castillo nos condujeron a esta derrota que hoy en día estamos tratando, de la que hoy en día estamos tratando de salir, ¿no? Este es el escenario. Las elecciones del 2024 son poco probables. Las elecciones más probables se estarían desarrollando en 2026, pero como hemos dicho en alguna ocasión, el Perú es muy impredecible, muchas cosas pueden pasar, pero la derecha está trabajando para armar el escenario para el 2026. Nosotros tenemos también, en este momento, si encararíamos una elección en el 2025, no tendríamos todavía esa unidad que deseamos, ¿no? Esa unidad. Entonces, entiendo de que el 2026 es el escenario al cual tenemos que apuntar todas las fuerzas del cambio y poder construir ese liderazgo, esa plataforma unitaria. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Ernesto. La synthèse, La synthèse face à la question de Françoise, je ne sais pas si on l'a fait. La synthèse, en fait, c'est que je peux la Oui, faire. vas-y. C'est que Vas-y, l'ensemble Bruno. Pour la question de La question, La question, c'est si le peuple allait tenir jusqu'à 2026. 2026 ou allait se précipiter pour faire les changements d'ici l'année prochaine. Donc, le résumé, lui, il disait que tout le monde s'accorde il y a un consensus qu'il faut changer les choses, il faut changer par une constituante. Ça, c'est le bloc où tout le monde s'accorde, mais il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader. Donc, la chose la plus probable vers laquelle on s'oriente le plus, c'est les élections en 2026, parce qu'en 2024, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Et que, en plus, il y a des lois de criminalisation des manifestations. Elle l'a dit Françoise, les gens qui bloquent la circulation sont condamnés à 40 ans. Donc les gens ont peur. Donc là, on s'oriente plus certainement vers des élections en 2026. Mais même je voulais dire tout court, parce que à côté de ça qu'il dit Bruno, c'est que même temps, là où la gauche et tous les groupes qui cherchent à contester à la mobilisation de la droite, la droite est là un symbole quand même. C'est ce qu'il dit Ernesto, c'est que la droite est le symbole de Fujimori qui fait unité. Là où de l'autre côté, il n'y a rien, il n'y a que de l'incertitude, il n'y a que des questions, il n'y a que de la peur. Ça veut dire que la droite, il a un avantage face à cette instabilité politique, c'est qu'encore, ils sont sept symboles de Fujimori. Là, elle dit que la libération de Fujimori, ça veut dire quelque chose de très fort. Ça veut dire que il y a encore ce personnage qui fait unité et qui représente cette partie du groupe, voilà, qui cherche à avoir le pouvoir. On va remercier. Oui, voilà, on est en train de finir, François. Je veux juste dire quelque chose pour finir, pour conclure, de réfléchir à ce qu'on peut faire nous d'ici, parce que c'est très important face à cette situation dramatique, justement au crime contre l'humanité, à toutes les violations des droits de l'homme. On ne peut pas rester silencieux, nous, ici en France, que ce soit la communauté péruvienne ou que ce soit toutes les forces démocratiques en France. Donc, il faut absolument qu'on casse le silence médiatique qu'il y a sur le Pérou, qu'on fasse connaître
et qu'on obtienne aussi qu'on fasse pression sur le gouvernement pour rompre le silence et condamner les violations des droits de l'homme et les crimes contre l'humanité et condamner la libération de Fujimori, qui est aussi accusé de crimes contre l'humanité. Donc notre travail, nous, à faire ici, c'est ça. Hein. On ne peut pas rester les mains croisées et seulement analyser. On a un devoir d'agir par rapport au moins à dénoncer cette situation et rompre le silence. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Françoise, muchas gracias Ernesto. On vous remercie énormément. Voilà. Là, Bruno il fait le tour des temps. Muchas gracias a todos y a su solidaridad también. Gracias. Qué pena por la sopa. A mí me hubiera gustado la sopa. Buena sopa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Bruno, muchas Ernesto. gracias, François. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Chao, a Paz. chao. Gracias, Ernesto. Y tú lo has dicho, bueno, Bruno, tú has dicho que a los compañeros ahí que Ernesto ha escrito un artículo muy interesante en el último FALAC que va a salir ahora. Que va a tener, Oui, ¿ah? ouais, Es pour Noël, importante. ouais, c'est ça. O Je sea le que dis. hay que leerlo. ¿Ya? Ouais, Bueno. on a coupé. Muchas gracias. Chao. Gracias. Super. Après, Chao. l'ingérence des États-Unis dans la